bien, nous allons commencer nos activités vespérales et j'ai donc le très très grand plaisir de présenter à ceux qui ne le connaîtraient pas encore Jeff Ryder, qui nous vient des États-Unis mais qui a des attaches européennes larges, parisiennes certainement, mais aussi belges, puisqu'il a terminé son enseignement secondaire ici à Bruxelles, à l'Athénée royal de Molenbeek, puis il est reparti, et puis il est revenu pour suivre un cycle d'études médiévales à Louvain, c'était encore Louvain, et pas Louvain-la-Neuve, et d'être diplômé de troisième cycle en études médiévales avec les grands professeurs de Louvain d'alors qui l'ont fortement marqué. Alors, Jeff est fondamentalement, c'est un médiéviste évidemment, mais fondamentalement à la base philologue, romaniste, travaillant surtout sur des questions de textes littéraires, et puis peu à peu, d'autres amours et d'autres tentations sont arrivées et il s'est tourné vers l'histoire. Donc au début, quand on regarde la carrière de Jeff, on trouve surtout des publications, des articles sur le cycle arthurien, sur Chrétien de Troyes. Là, on est déjà un peu dans la Flandre, un peu, mais on trouve surtout ce genre de choses. Et puis, il y a eu cette espèce de déclenchement particulier pour Bruges, pour Gand, pour les comtes de Flandre, et le plaisir de travailler sur des textes difficiles, bien connus, mais difficiles, liés à Gand et à Bruges. Et il n'a pas hésité, comme premier sujet vers l'histoire, de se lancer dans l'édition d'un des textes les plus fameux sur lequel Pirenne avait déjà travaillé en son temps, qui est l'histoire du meurtre du comte de Flandre Charles le Bon, rédigé par Galbert de Bruges. Et donc, on est dans les années 1127, et en sortir une édition dans une bonne collection, puisqu'on est dans la continuation médiévaliste des éditions de Brepols. Puis, donc, il travaille sur Galbert, ça veut dire travailler sur Charles le Bon, ça veut dire travailler sur Saint-Donatien. J'insiste pour ceux qui ne le savent peut-être pas qu'il y a toujours moyen de voir les restes de ce Saint-Donatien à Bruges sous je ne sais plus quel hôtel, Crown Plaza ou je ne sais pas quoi. Théoriquement, on ne peut plus entrer parce qu'il y a eu trop de touristes, mais il y a conservé les substructions de Saint-Donatien dans son état 11e. Le bâtiment est là, il y a moyen de... Bon, c'est la partie basse, évidemment. L'assassinat, c'était en haut, mais il y a moyen véritablement de mettre tout ça en contexte. Alors, on travaille sur Galbert de Bruges, on travaille nécessairement sur les autres textes qui sont en rapport avec le même événement. Ça veut dire Gauthier de Thérouanne, ça veut dire l'édition de Gauthier de Thérouanne, dans la même collection. Ça veut dire travailler sur Jean d'Ouarneton, l'évêque de Thérouanne. Ça veut dire travailler sur Thérouanne en général et multiplier ainsi les articles, les éditions, les traductions, puisqu'évidemment, Jeff est parfait bilingue, même trilingue avec le latin. Et donc, s'il y a une édition latine, une édition française, il y aura une édition anglaise, et tout ça permet de bien comprendre le contexte, qui est un contexte extrêmement complexe. L'histoire de la Flandre du début du XIIe est extrêmement complexe, ce qui implique aussi que, tôt ou tard, Jeff a été entraîné à s'occuper de tous ces textes généalogiques, ces chroniques dans lesquelles différentes familles essayent de se rattacher les unes aux autres, et surtout au modèle carolingien, essayer de se placer dans l'échiquier politique. Or, si les dossiers relatifs à Charles le Bon sont difficiles parce qu'on a beaucoup écrit dessus, travailler sur des généalogies des comtes de Flandre, travailler sur ces chroniques liées aux comtes de Flandre est d'une difficulté historiographique hallucinante. Si vous voulez essayer de comprendre la difficulté, regardez l'édition qu'on a donnée maintenant dans l'MGH et vous ne comprendrez rien à toutes les variantes possibles et imaginables de ces chroniques qui émanent de différents
monastères, mais dans des ordres qui sont discutés, qu'on a appelés des Flanneria Generosa, A, B, C, des variantes, des sous-variantes, et tout le monde s'y retrouve un peu. Et Jeff s'est lancé là-dedans, commençant par la B, et puis ajoutant la C, puis prenant la A, et puis disant tout compte fait, faisons tout, et il a ainsi bénéficié d'un subside de l'Académie, de la Commission royale d'histoire, pour veiller à l'édition de cet ensemble. Et voilà que l'ensemble arrive à sa fin. C'est un manuscrit impressionnant. Je n'ai pas vu le manuscrit, mais ça fait 550 pages denses d'édition. Cela sans les index qu'il faudra faire. Et faire les index, ça je ne sais pas qui va le faire, mais ça va être un travail particulièrement croquignolé. Et donc on est là devant la fin de cette réflexion sur ces chroniques, sur ces généalogies, avec des propositions de filiation, des propositions de date, des propositions d'origine. Certaines sont connues et conformes à ce qu'on attend, d'autres pas du tout. Certaines feront l'unanimité. Pour d'autres, on peut déjà douter que l'un ou l'autre collègue a des idées différentes. Donc ça va faire des beaux débats une fois que tout sera fini. Donc théoriquement, si tout va bien, le volume est prévu pour 2024, index compris. On verra ce qu'il en est. En tout cas, ici, c'est une primeur de présenter cette synthèse dans un lieu, mais juste à côté des bâtiments, enfin des locaux de la Commission royale d'histoire, en sachant que c'est fini, mais peut-être pas tout à fait. Il y a encore possibilité d'ajuster. Et donc, vos questions, vos remarques, in fine, seront certainement très, très bienvenues. Et je suis sûr que Jeff y répondra pour le mieux. En tout cas, je suis très, très content à la fois de pouvoir le présenter ici, de l'accueillir ici, et puis de vous voir aussi nombreux pour un sujet difficile qui demandera pas mal de concentration. Il m'a dit qu'il y avait plein de dias et de slides qui permettraient de bien comprendre l'évolution. N'empêche qu'il faudra parfois s'accrocher, et pour ça, les questions seront certainement bienvenues, et on fera ça au mieux tout à l'heure. C'est à toi. D'accord, merci. Merci beaucoup, c'est vraiment un grand plaisir d'être ici à Bruxelles avec vous. Je voudrais d'abord remercier Alain Dierkens pour avoir bien voulu parrainer cette conférence, et aussi le collège pour avoir accepté la proposition que j'ai faite pour cette conférence. Je sais combien c'est insolite d'inviter un Américain à venir à Bruxelles parler aux Belges au sujet des comtes de Flandre et de Hainaut. Mais mes liens avec la Belgique sont à la fois anciens et profonds. Et surtout depuis que j'ai goûté mon premier Rochefort il y a à peu près 53 ans. Et comme Alain dit, j'ai terminé mes humanités, mes études secondaires ici, et puis je suis revenu faire un diplôme de 3e cycle à Louvain, à l'UCL, qui était toujours à Louvain à cette époque. Et j'ose dire donc que je connais mieux, ou plus longtemps au moins, la Belgique que certains d'entre vous. Okay? Je vous demande aussi de pardonner l'accent, qui deviendra sans doute plus fort et au fur et à mesure que je parle, et aussi des fautes que je ferai en français. Comme je dis toujours quand je fais un discours en français, la vie est courte et l'apprentissage du français est long. Et donc, on verra. J'ai un texte écrit, et je sais que ce n'est pas tout à fait dans les habitudes européennes de lire un texte écrit, mais d'abord, je me perdrais dans les détails moi-même si je n'avais pas un texte écrit, et aussi parce que c'est pour moi une langue qui reste un peu étrangère, et aussi parce que c'est l'habitude aux États-Unis de présenter un texte écrit, parce que si on ne le fait pas, on dit que vous n'avez pas fait votre travail, que vous avez fait quelque chose de spontané, etc. Donc, je voudrais vous parler cet après-midi des 4 premières histoires généalogiques des comtes de Flandre et de Hainaut. Okay? Et souvent, on a dit que ce sont des généalogies, et la première, c'est plus ou moins une généalogie très courte, mais au fur et à mesure, ça devient de plus en plus des histoires. Et donc,
je parle plutôt d'histoire généalogique que de généalogie ou d'histoire. La première, la généalogie des comtes flamands, est une généalogie des comtes de Flandre de 792 à 1100, d'environ 200 mots. Donc ça, c'est le texte complet. Et pour cette raison, on l'appelle communément la généalogie bertinienne des comtes flamands. La deuxième œuvre s'intitule La généalogie des comtes de Flandre. C'est une version révisée et augmentée de la généalogie bertinienne que Lambert de Saint-Omer a incluse dans son Liber Floridus, ou Livre fleuri, entre 1111 et 1121. C'est Lambert qui a illustré lui-même son œuvre, et donc c'est un genre d'autoportrait là de Lambert en train d'écrire son livre. La troisième histoire généalogique, comme la première, s'intitule Généalogie des comtes flamands, mais elle est connue communément sous le nom de la Flandria Generosa. Elle a probablement été composée par un moine de l'abbaye de Saint-Bertin entre 1164 et 1168. Cette histoire généalogique s'appuie sur la révision par Lambert de Saint-Omer de la généalogie bertinienne. Donc la première généalogie était la base de la deuxième la base de la troisième. Mais y ajoute beaucoup de matériel original et se termine par la mort de Guillaume d'Ypres en 1165. La quatrième histoire généalogique, l'histoire et généalogie des comtes flamands, est parfois appelée la Flandria Generosa B. 3 versions de cette œuvre semblent avoir été composées entre 1177 et 1196 dans une ou plusieurs abbayes de la région autour des confluents de l'Escaut, la Scarpe et la Aisne, soit en d'autres termes à la frontière entre la Flandre et le Hainaut. Probablement à l'abbaye de Saint-Amand, de Cambron ou de Marchienne. Cette généalogie est composée presque entièrement d'extraits d'œuvres antérieures, dont les 3 plus importantes sont la vie de Charles, comte de Flandre de Gauthier de Thérouanne, la restauration de Saint-Martin de Tournai de Hermont de Tournai et la 3e généalogie des comtes flamands. L'histoire et généalogie des comtes flamands, donc cette 4e œuvre, est de loin le plus longue des 4 histoires généalogiques et rassemble de nombreuses informations sur l'histoire de la Flandre entre les comtes Baudouin V et Charles le Bon, soit entre 1035 et 1128. Mais elle se termine, comme la 3e généalogie des comtes flamands, par la mort de Guillaume d'Ypres en 1165. L'histoire et généalogie des comtes de Flandre, donc cette 4e œuvre, a été traduite en néerlandais et en français au XIIIe siècle. Une première traduction française semble avoir été réalisée après l'avènement de Marguerite comme comtesse de Flandre et de Hainaut en 1244 et avant sa mort en 1280. Peut-être quelque part le long de la basse Scarpe ou du haut Escaut. Cette traduction française a été bientôt traduite en néerlandais et constitue la première partie de la Rijnchronique van Vlaanderen qui semble avoir été composée dans la région de Bruges entre 1260 et 1280. La même traduction française a été reprise dans une forme abrégée par l'auteur de la chronique dite de Baudouin d'Avesnes, composée entre 1278 et 1281, et dont le premier manuscrit semble avoir appartenu à Guillaume d'Avesnes, neveu de Baudouin d'Avesnes, qui était l'évêque de Cambrai de 1286 à 1296. Je m'excuse, mais je dois parler de tous ces textes pour commencer, puis j'espère que ça deviendra plus intéressant. Cette même traduction française a été copiée sous le titre de l'Histoire des comtes de Flandre dans un livre manuscrit impressionnant qui contient aussi 3 chroniques des croisades
et l'histoire des ducs de Normandie et des rois d'Angleterre de l'anonyme de Béthune. Cet ensemble, donc on a les illuminations là, cet ensemble semble avoir été réalisé à Douai ou à Arras entre 1285 et 1298 pour le comte Guy de Dampierre ou son fils aîné Robert de Béthune. Une deuxième traduction française de l'histoire généalogique des comtes flamands a été réalisée sous le titre de « Les générations, les paroles et les lignées de la lignée des comtes de Flandre ». Elle a été faite au XIVe siècle, avant 1340, probablement dans le contexte du conflit entre la Flandre, la France et le Hainaut à propos de l'Ostrovent, un conflit qui a commencé vers 1286 et s'est poursuivi sous le règne du roi Philippe VI jusqu'au milieu du XIVe siècle. Ces quatre histoires semblent toutes avoir été composées au cours du XIIe siècle. La première au cours de la première décennie du siècle, la dernière au cours de sa dernière décennie. Les trois premières semblent avoir été composées à Saint-Omer, la première et la troisième à l'abbaye bénédictine de Saint-Bertin et la deuxième à l'église de Notre-Dame, tandis que la quatrième semble avoir été composée à la frontière entre la Flandre et le Hainaut, dans une abbaye bénédictine ou cistercienne liée étroitement à Saint-Bertin. La première généalogie a fourni la base et le cadre de la seconde. La première et la seconde ont fourni la base et le cadre de la troisième, et la troisième a fourni la base et le cadre de la quatrième. D'un certain point de vue, les quatre ouvrages pourraient donc être considérés comme un seul projet historico-généalogique qui s'étendait du début à la fin du XIIe siècle. Au cours des 60 dernières années, il a souvent été suggéré que les généalogies écrites surtout, étaient composées au Haut Moyen-Âge, au service de familles nobles pour légitimer leur pouvoir ou pour développer et maintenir leur autoconscience et leur sentiment de leur propre importance. Il existe cependant des preuves convaincantes que les membres de ces familles connaissaient leur généalogie par cœur sans recours à l'écrit. Ici, ce que vous avez ici, c'est la généalogie, ce que vous avez là, c'est la généalogie que Lambert de Saint-Omer a mis dans son livre lui-même. Donc, c'est la généalogie de sa propre famille qui remonte à, je pense que c'est 5 ou 6 générations. Donc, il connaissait par cœur sa généalogie, 5 ou 6 générations. Bernard Guénet a suggéré qu'au Moyen-Âge central, les gens se souvenaient d'événements survenus jusqu'à 60 ou 70 ans auparavant et pouvaient les classer chronologiquement, et qui pouvaient se souvenir d'événements remontant à 40 ou 50 ans de plus, sans toutefois pouvoir les mettre dans un ordre chronologique. Et je suis arrivé à un âge où tout qui s'est passé dans le passé, c'est entre 10 et 30 ans. Et je ne distingue plus exactement quand cela est arrivé. Le type de connaissance du passé qui semble avoir survécu le plus longtemps dans la mémoire des gens, parfois pendant bien plus d'un siècle, étaient précisément des connaissances généalogiques. Karl Werner a observé que les pratiques de dénomination aristocratique indiquent une connaissance d'une ascendance qui remonte à la 4e, même à la 5e génération, et qui passe à travers des noms tout à fait différents et d'un pays à l'autre. Les historiens du XIIe siècle, comme Galbert de Bruges, Gauthier de Thérouanne et Hermand de Tournai, semblent tous connaître la généalogie des comtes de Flandre à partir de Baudouin V, qui est décédé en 1067, 60 ans avant que Galbert et Walter n'écrivent, Gauthier n'écrivent, et 75 avant que n'écrive Hermann. Lambert de Saint-Omer connaissait sa propre généalogie jusqu'à son arrière-grand-père. Et lorsque Robert de Torigny
interrogé les moines de Bec au milieu du XIIe siècle au sujet de leur généalogie, la plupart d'entre eux pouvaient retracer leur histoire familiale jusqu'à 5 générations ou plus. Lambert de Wattrelos a pu reconstituer sa généalogie 100 ans en arrière jusqu'à son arrière-grand-oncle. Et Arnoux d'Ardres pouvait se souvenir de 200 ancêtres remontant à 8 générations. Cela suggère que les généalogies écrites, de nouveau écrites, comme celle dont je parle, n'étaient pas destinées, du moins principalement, à accroître l'autoconscience d'une famille aristocratique qui était probablement déjà très consciente de son antiquité. Pourquoi alors ces généalogies ont-elles été écrites? Elles ont peut-être été conçues, au moins en partie, comme des ouvrages de référence. Les seigneurs médiévaux donnaient souvent à leurs enfants, en particulier à leurs fils aînés, un ou deux noms dynastiques qui étaient répétés de génération en génération. Cette utilisation répétée des mêmes noms d'une génération à l'autre pouvait prêter à confusion et plusieurs historiens médiévaux, donc même à l'époque des historiens, déploraient la difficulté de distinguer des séries de seigneurs portant les mêmes noms. Il est ainsi possible que la première de ces 4 œuvres, la brève généalogie bertinienne des comtes flamands, composée à Saint-Bertin, ait été composée d'abord comme œuvre de référence. Après 200 ans de Baudouin, de Gertrude, d'Arnoul et d'Adela, pour aider ceux qui s'intéressaient à l'histoire de Flandre à démêler les comtes et comtesses. Cette répétition de noms au sein d'une dynastie suggère cependant une deuxième raison, plus profonde, pour écrire les généalogies de ces dynasties. Karl Werner a suggéré que le nom dynastique pouvait être donné en considération d'une fonction exercée normalement par un des membres de la dynastie, par exemple la fonction comtale. C'est ainsi que nous voyons réapparaître sans cesse les mêmes noms de personnes pour les mêmes comtés. Le Leitname, le nom distinguant la dynastie, pouvait parfaitement, si tel était le désir des chefs de maison, exprimer une cohérence dans la suite héréditaire des mâles dans la même fonction et la même propriété. Bradley Phillis a également observé que lorsque les stratégies de dénomination réussissaient, comme ce fut le cas dans la Flandre médiévale, les généalogies devinrent de puissantes déclarations de durabilité dynastique. En mettant en lumière le succès passé d'une dynastie à se maintenir en pouvoir, les généalogies suggèrent la possibilité d'une extension virtuellement infinie dans le futur. L'utilisation répétée de Baudouin et d'Arnoul comme des noms comitaux crée une impression de stabilité dynastique, probablement exactement comme le voulaient les membres de la famille comtale. Cependant, il s'agit d'une illusion destinée à détourner l'attention de l'incertitude, de l'instabilité et de la crise qui caractérisent souvent les transitions entre les comtes. On retrouve une représentation visuelle de cette volonté d'affirmer une continuité comitale dans les listes des comtes de Flandre qui étaient ajoutées aux manuscrits au XIIe et XIIIe siècle. Le fils de Arnoul Ier, Baudouin III, est mort en 962 alors qu'il avait une vingtaine d'années, ne laissant derrière lui qu'un fils en bas âge. Arnoul Ier avait presque 70 ans lorsque son fils est décédé, et son petit-fils et héritier n'avait que 2 ou 3 ans. Et Arnoul lui-même est décédé 2 ans plus tard. La lignée des comtes a survécu à cette crise, mais son pouvoir a été considérablement affaibli et aurait pu disparaître complètement.
Le nom de Baudouin III apparaît néanmoins dans les listes de la lignée comtale, au même titre que ceux de son père et de son fils, même s'il est mort avant son père et n'a jamais gouverné le comté. Si l'on regarde les listes des manuscrits, on ne voit qu'une succession régulière et rassurante de père en fils. Et donc on voit ici, il y a Arnaud Ier, son fils Baudouin, son petit-fils Arnaud de nouveau, comme si c'était une succession régulière. Et en réalité, Baudouin est mort très jeune. Son fils avait que 3 ans ou quelque chose comme ça, et c'était un moment très critique. Mais si on regarde ces listes, on ne constate absolument pas qu'il y ait eu une crise à ce moment-là. Je crois que les 4 généalogies du XIIe siècle et les traductions de la 4e ont été composées, comme ces listes des comtes, pour affirmer la continuité de la lignée des comtes de Flandre et de Hainaut à la suite de 5 moments difficiles dans l'histoire de Flandre et de Hainaut. La première de ces moments difficiles a été une double transition composée du mariage du futur Baudouin VI de Flandre avec la comtesse veuve Richilda de Hainaut vers 1050 et la mort de leur fils Arnul III à la bataille de Cassel, suivie par l'usurpation du comté par le frère de Baudouin VI, Robert, en 1171. La deuxième transition a été également complexe, impliquant la mort à la suite de blessures de Baudouin VII en 1119, l'assassinat de Charles de Bon en 1127 et la mort au combat de Guillaume Cliton en 1128. La troisième transition a été la mort du comte Philippe d'Alsace en Terre Sainte en 1191 et l'héritage du comté de Flandre par son neveu, le comte Baudouin VI de Hainaut. Le quatrième conflit a été pour la succession de Flandre et de Hainaut entre les fils de Marguerite de Flandre durant la seconde moitié du XIIIe siècle. La cinquième a été le conflit entre la Flandre, la France et le Hainaut au sujet de l'Ostrovon, qui a commencé à la fin du XIIIe siècle et se poursuivait sous le règne du roi Philippe VI pendant la première moitié du XIVe siècle. On pourrait considérer toutes ces transitions difficiles comme des suites des efforts des comtes Baudouin IV et Baudouin V d'étendre les frontières de leur comté au-delà de l'Escaut, qui était la frontière traditionnelle entre la France et le Saint-Empire romain germanique. Okay? Et je dois dire ici maintenant, surtout pour un médiéviste américain, il est toujours drôle de constater que la Flandre était en France et que le Hainaut et le Brabant étaient en Allemagne, dans le Saint-Empire. Donc, les choses changent. Baudouin IV s'est engagé dans une lutte de près de 30 ans avec les empereurs Henri II et Conrad II, qui a commencé par l'occupation de Valenciennes en 1006 et s'est terminé par la destruction du château d'Ename en 1033. À la fin de ce conflit, Baudouin IV avait acquis Valenciennes et l'Ostrovon, Gand, le pays de Waas, les 4 métiers et la Zélande. Le fils de Baudouin et d'Ogive, Baudouin V, a poursuivi les efforts de son père pour étendre son règne au-delà de l'Escaut, s'engageant dans un conflit de 10 ans entre 1047 et 1056 avec l'empereur Henri III. Le moment clé du conflit entre Baudouin V et l'empereur Henri III je pense.
Oui, OK. Le moment clé du conflit entre Baudouin V et l'empereur Henri III fut le mariage du fils aîné de Baudouin, le futur Baudouin VI, avec la comtesse veuve de Hainaut, Richilda, vers 1050. Donc, ce qui est en rouge là. Richilda était probablement la fille et l'héritière de Réginald de Hazenon, le comte de Valenciennes, et peut-être une arrière-petite-fille du comte Baudouin IV et de sa seconde épouse, et donc une descendante des comtes de Flandre et une demi-cousine de son mari Baudouin VI. Okay? Et ici, les lignes, je ne sais pas, on dit en pointillé, ou c'est une descendance, mais par plusieurs générations, et les lignes solides sont une descendance directe. Okay? Le comte Herman de Mons, ici, était le premier mari de Richilda. Il semble avoir appartenu à la famille des Réginards, dont l'histoire est parallèle à celle des Baudouin, des comtes de Flandre. Les Réginards étaient importants dans la région entre l'Escaut et la Meuse depuis le milieu du IXe siècle et régnaient presque continuellement sur la région de Mons en lignée masculine directe depuis le début du Xe siècle. Tout comme les Baudouin avaient gouverné continuellement la Flandre en ligne masculine directe depuis la fin du IXe siècle. Le fondateur de la lignée des Réginards, le comte Gilbert de Masgau, aurait épousé une fille de Lothaire Ier, le fils aîné de l'empereur Louis le Pieux, et donc une arrière-petite-fille de Charlemagne. Tout comme Baudouin Ier, le fondateur des Baudouin, a épousé Judith, la fille du frère cadet de Lothaire, Charles Chauve. Okay? Donc les fondateurs des deux familles ont tous les deux épousé des petites filles de Charlemagne. Le grand-père de Hermann, Réginald IV, a épousé Hedwige, la fille du roi français Hugues Capet. Okay. Tout comme Baudouin V a épousé plus tard Adela, la fille du fils de Hugues, Robert II, et donc la nièce de Hedwige. Donc, de nouveau, on a toujours des mariages avec les femmes ici, ou des filles des rois français. Le mariage de Richilda et de Hermann vers 1040 a réuni les comtés de Mons et de Valenciennes pour créer le comté de Hainaut. Richilda et Hermann ont eu 2 enfants, Roger et Gertrude, avant la mort de Hermann en 1049. Environ 1 an plus tard, Richilda épousa le futur Baudouin VI, avec qui elle eut 2 fils, Arnoul et Baudouin. Quelques années après la naissance de leur 2e fils, le fils de Richilda issu de son premier mariage, donc Roger, a été nommé évêque de Châlons, soi-disant parce qu'il était handicapé d'une manière ou d'une autre, et sa fille issue de son premier mariage fut envoyée dans un couvent. En conséquence, les 2 fils de Richilda issus de son 2e mariage avec Baudouin VI devinrent des héritiers de la Flandre et du Hainaut. Cette substitution des Baudouin aux Réginards fait que désormais la généalogie des comtes de Hainaut devient la même que celle des comtes de Flandre. Oui, c'est illisible, mais il est frappant à cet égard que le compilateur, qui a copié une série de généalogies sur les premières feuilles d'un manuscrit de l'abbaye d'Anchamp pendant la seconde moitié du XIIe siècle, ait commencé la généalogie des comtes de Hainaut avec la rubrique « La généalogie des comtes du Hainaut qui descendent des comtes de Flandre » et ensuite nommé le comte Baudouin VI de Flandre, qui était aussi Baudouin Ier de Hainaut, comme le premier comte de Hainaut.
comme si les Reginaires n'avaient jamais existé. Il est également frappant qu'en 1195, Giselbert de Mons, le chancelier du comte Baudouin V de Hainaut, commence sa chronique de Hainaut par l'unification par Hermann des comtés de Mons et de Valenciennes, grâce à son mariage avec Richilda, mais il passe immédiatement à Baudouin VI. Il fait référence à 3 prédécesseurs de Hermann plus tard dans sa chronique, mais on identifie 2 simplement comme quelques comtes de Mons et ne mentionne qu'une fois le père de Hermann, qu'il appelle quelques comtes nommés Régnier. L'histoire du Hainaut était devenue l'histoire des Baudouins. Le moment culminant des efforts de Baudouin V pour étendre et assurer son règne sur les terres à l'est de l'Escaut fut le mariage de son plus jeune fils Robert avec Gertrude de Saxe, la comtesse veuve de Hollande, en 1063. Okay. Donc voilà le deuxième mariage, premier mariage, deuxième mariage. Galbert de Bruges écrit que Baudouin V avait ainsi étendu ses fils, l'un à gauche, l'autre à droite, comme s'ils étaient 2 ailes avec lesquelles il pouvait survoler toutes ces terres. Il régnait également seul au milieu, c'est-à-dire en Flandre. À la suite de son conflit avec l'empereur et du mariage de ses 2 fils, Baudouin V avait renforcé sa possession de la région de l'embouchure de l'Escaut et de l'Ostrovon et s'était emparé de la pièce intermédiaire manquante, la région d'Alost, entre l'Escaut et la Dendre, faisant de lui le maître de l'Escaut de Bouchain jusqu'à la mer du Nord. Okay? Et donc c'est lui qui a ajouté ceci aux conquêtes de son père et est devenu donc maître de l'Escaut. À la mort de Baudouin V en 1067, son fils aîné, Baudouin VI, est donc devenu comte de Flandre et de Hainaut. Mais il n'a gouverné les 2 comtés que 3 ans avant sa propre mort en 1170. Son fils aîné, Arnoul III, lui a succédé à l'âge de 15 ans et sa mère, Richilda, est devenue régente de Hainaut et de Flandre. Une bonne partie de la noblesse flamande semble avoir été mécontente de cette situation et avoir souhaité que le frère cadet de Baudouin VI, Robert, comte de Hollande, lui succède comme comte. Robert a envahi la Flandre en 1071 et a battu son neveu et le roi Philippe Ier de France à Cassel, où Arnoul a été tué. Richilda s'est retiré dans le Hainaut avec son 2e fils, qui en est devenu le comte Baudouin II, et Robert est devenu le comte de Flandre. Les Baudouins ont ainsi été divisés en 2 branches, dont une gouvernait la Flandre et l'autre le Hainaut. Okay? Et donc, il n'y avait que quelques années où Baudouin VI était comte des 2 comtés, et puis c'était divisé entre son fils Baudouin II et le fils de Robert Ier, Robert II de Flandre. Comme je disais tout à l'heure, la généalogie berthinienne des comtes flamands se voulait peut-être un ouvrage de référence, mais il me semble qu'elle a aussi été composée pour affirmer la continuité sociale et politique de la Flandre et du Hainaut suite au mariage de Richilda et Baudouin vers 1050, à l'extinction ultérieure de la lignée des premiers comtes de Hainaut, à la mort d'Arnoul III et à l'usurpation de la Flandre par Robert Ier en 1071. Ce qui a mis fin à une chaîne de succession ininterrompue, du père en fils ou petit-fils aîné depuis la création du comté.
Écrire une généalogie des comtes de Flandre dans la première décennie du XIIe siècle était une manière d'affirmer la succession continue de la famille en Flandre depuis environ 863 et dans le Hainaut au moins depuis environ 1050, transformant les transitions irrégulières et troubles de 1050 et 1071 en moments de continuité plutôt que de rupture. Comme les chroniqueurs flamands et hénotiens ultérieurs, l'auteur de la généalogie bertinienne des comtes de Flandre ne semble pas avoir été troublé par la substitution des Baudouins aux Réginards dans le Hainaut. Il note simplement que Baudouin V de Lille épousa Edelle, la fille du roi Robert II de France, et engendra Baudouin de Hazenon et Robert, surnommé plus tard le Jérusalemite, et Mathilde, l'épouse du roi Guillaume d'Angleterre. Richilda, la veuve du comte Hermand de Mons, donnait à Baudouin 2 fils, Arnoul et Baudouin. Il semble avoir été également relativement sympathique à l'égard du frère de Baudouin VI, Robert, notons seulement que lorsque l'un des fils de Baudouin VI avait été tué et l'autre expulsé de force, sans rien dire des circonstances de cette mort et de cette expulsion, Robert acquit la Flandre et fut nommé héritier du royaume. En lisant cette généalogie, on a l'impression que rien de particulièrement fâcheux se soit produit entre 1050 et 1071. Quelques années plus tard, donc ça c'est la première version et ça c'est la deuxième version, la première version de la généalogie bertinienne a été révisée par un moine de Saint-Bertin qui était nettement moins sympathique à Robert. L'auteur de cette deuxième version n'était pas non plus gêné par la substitution des Baudouins aux Réginards dans le Hainaut. Notons simplement que Baudouin épousa la veuve du comte Hermand de Mons et engendra avec elle Baudouin et Arnoul. Mais il a changé la description de l'usurpation de Robert de manière significative, écrivant que Robert avait juré de ne pas contester le droit de son frère ou de ses neveux au comté, et qu'il avait reçu beaucoup d'argent en échange de cela, et suggérant qu'il était un lâche, puisqu'il n'osait pas défier son frère aîné et a attendu sa mort avant de s'attaquer à ses neveux adolescents et de s'emparer du comté par trahison. Quelques années encore plus tard, Lambert de Saint-Omer, qui connaissait les deux versions de la généalogie bertinienne, a choisi de copier une version quelque peu revue et augmentée de la seconde dans son livre fleuri. Lambert a notamment ajouté un long passage dénonçant l'oppression du clergé flamand par Robert Ier, juste après la description de l'acquisition perfide du comté par Robert. La composition de ces trois versions de la généalogie bertinienne en peu d'années suggère qu'il existait toujours aux premières décennies du XIIe siècle des avis très différents sur la légitimité de Robert Ier et de ses descendants, et montre que l'auteur de la première version de la généalogie bertinienne a délibérément minimisé les aspects troublants de l'accession de Robert au comté afin de rendre cette transition moins dramatique et de rassurer ses lecteurs que Robert et ses descendants étaient les comtes légitimes de Flandre. La troisième généalogie des comtes flamands semble avoir été composée en réponse à une deuxième transition complexe et difficile entre la mort de Baudouin VII en 1119 et la mort de Guillaume Cliton en 1128. Robert Ier a été suivi par son fils Robert II et son petit-fils Baudouin VII. Baudouin V, Robert Ier, Robert II, Baudouin VII. Baudouin VII a été blessé au combat en 1118 et lorsqu'il est mort des suites de ses blessures, sans enfant, en 1119,
le seul descendant vivant de Baudouin Ier, donc le comte original, dans une lignée masculine directe, était le comte Baudouin III de Hainaut, petit-fils de Baudouin VI. Cependant, avant sa mort, Baudouin VII avait désigné son cousin et conseiller, Charles, petit-fils de Robert Ier par sa mère, comme son successeur, mettant ainsi fin à plus de 240 ans de succession de père en fils au comté. Okay. Donc, Robert de Flandre, il y avait Robert II, son fils, mais puis il avait 2 filles, et Charles était l'enfant de sa première fille. Charles a lui-même été assassiné sans enfant 8 ans plus tard, et bien que le comte Baudouin IV de Hainaut, fils du comte Baudouin III, ait revendiqué le comté, le roi Louis VI de France a réussi à faire en sorte que Guillaume Cliton, fils du duc Robert de Normandie, emprisonné, est reconnu comme comte de Flandre. En moins d'1 an, une grande partie de la Flandre, y compris les villes les plus importantes, s'était rebellée contre Guillaume, qui est mort en 1128, alors qu'il s'assiégeait son rival principal, Thierry d'Alsace, fils du duc d'Alsace et autre petit-fils de Robert Ier par sa mère. En l'espace de 9 ans, entre 1119 et 1128, la Flandre avait connu la mort de blessure de 2 jeunes comtes, 3 comtes qui ne descendaient pas en ligne directe masculine de Baudouin Ier, l'assassinat d'un comte et une guerre civile. Thierry d'Alsace régna 40 ans, et à un moment donné de son règne, probablement vers sa fin, et en tout cas avant sa mort en 1168, un moine de Saint-Bertin composa la 3e généalogie des comtes de Flandre, communément appelée Flandria Generosa. L'auteur a utilisé la révision par Lambert de Saint-Omer de la première généalogie comme base pour une grande partie de son travail, mais il a écrit un récit complètement différent de l'usurpation du comté par Robert Ier. Il vilipendait Richilda et était plutôt sympathique à Robert, qui, a-t-il écrit, cherchait simplement à se faire restituer son royaume paternel. L'auteur de la 3e généalogie des comtes de Flandre présente également la succession de Charles au comté comme allant de soi. Notons que Charles a succédé par droit de parenté, ignorant complètement l'existence du comte Baudouin III du Hainaut, qui avait une meilleure prétention héréditaire. Il poursuit en notant que Guillaume Cliton a été choisi pour succéder à Charles par le roi de France, sans mentionner le lien de Guillaume avec la famille comitale par l'intermédiaire de sa grand-mère Adèle, la fille de Baudouin V, mais il mentionne les liens avec la famille comitale de ses 3 concurrents, Guillaume d'Ypres, fils du frère de Robert II Philippe, Arnoul de Danemark, neveu de Charles, fils de sa sœur aînée, et Thierry d'Alsace, le fils d'une fille de Robert Ier le Frison, qui, ajoute-t-il, avait été invité en Flandre par certains des principaux hommes de la Flandre. Lorsque Guillaume meurt au combat et Thierry devient comte, il semble alors que le comté soit rendu à ses héritiers légitimes, soulignant de nouveau la continuité de la succession plutôt que les ruptures. La 4e généalogie, l'histoire et généalogie des comtes flamands, connue communément sous le nom de Flandria Generosa B, a été composée entre 1177 et 1196 en réponse à une 3e transition bouleversante, celle entre le comte Philippe d'Alsace et son neveu, le comte Baudouin VI du Hainaut. Les branches flamandes et hainautiennes
des Baudouins ont été unis en 1169 lorsque Marguerite, fille de Thierry d'Alsace et arrière-petite-fille de Baudouin V, épousa le comte Baudouin V de Hainaut, un arrière-petit-fils de Baudouin V. Donc, ils descendent tous les deux de Baudouin V. Ici, c'est Baudouin VI, Robert, etc. Sans enfant, ses frères morts sans enfant, Philippe, le frère de Marguerite, l'a reconnue comme son héritière en 1177, avant de partir pour son premier voyage en Terre Sainte. Lorsqu'il repartit en croisade en 1190 et mourut en Palestine lors du siège d'Acre l'année suivante, Marguerite a hérité le comté. Elle est morte en 1194 et son mari, le comte Baudouin V de Hainaut, mourut l'année suivante. Leur fils, Baudouin, qui leur succéda, était à la fois un arrière-petit-fils et un arrière-petit-fils de Baudouin V. Cette succession était attendue depuis plusieurs années. Dans une charte de 1182, par exemple, le comte Baudouin V de Hainaut se désigne comme « Je, Baudouin, par la grâce de Dieu, le 5e comte du Hainaut, depuis le comte Baudouin VI de Flandre, aussi Baudouin Ier de Hainaut, qui reconstruisit Aznon où il repose en paix, et servit comme régent de France et régna sur la Flandre et le Hainaut pendant sa vie. » En se donnant ce titre, Baudouin suggère qu'il s'attendait déjà au jour où il aurait à nouveau un seul dirigeant de Flandre et de Hainaut. La succession fut néanmoins capitale dans la mesure où elle unifia les branches de la famille comitale en la personne de Baudouin IX de Flandre, qui était également Baudouin VI de Hainaut, et réunit les deux comtés sous un seul souverain pour la première fois depuis l'acquisition violente de Flandre par Robert Ier, avait défait les projets de son grand-père et de son père d'unir la Flandre et le Hainaut et avait abouti à leur séparation pendant 120 ans. Baudouin IX lui-même semble avoir reconnu l'importance de cette réunification des deux branches de la famille et des deux comtés dans deux chartes de 1197 dans lesquelles il se désigne comme Joux Baudouin par la grâce de Dieu Coins de Flandre et de Hainaut, fils de celui Baudouin qui fut les Coins Baudouins, puis celui Baudouin qui tint Flandre et Hainaut, soulignant la continuité du règne des Baudouins sur les deux comtés. La quatrième généalogie, l'histoire et généalogie des comtes de Flandre, connue communément sous le nom de la Flandre Generosa B, a été composée entre 1177 et 1196. Contrairement aux trois premières généalogies, composées à Saint-Omer, elle semble avoir été composée quelque part près des confluents de la Flandre et le Hainaut et les deux branches des Baudouins, peut-être en réaction à la réunification de la Flandre et le Hainaut et les deux branches des Baudouins après la mort de Philippe d'Alsace en 1191. Cette œuvre est de loin le plus longue et le plus complet des quatre. La troisième généalogie des comtes de Flandre a fourni la charpente et environ 20% du texte, mais l'auteur de l'histoire a ajouté des renseignements provenant de diverses autres sources sur Baudouin V, Baudouin VI, Robert Ier et Robert II, et surtout sur Baudouin VII et Charles le Bon. Son portrait de Richilda est plus sympathique que celui de la troisième généalogie, et il semble globalement plus pro-hénoutien. Étant donné que le compilateur de l'histoire travaillait entre 1177 et 1196, il est curieux qu'il ait terminé son œuvre au même point que la troisième généalogie, par l'avènement de Thierry d'Alsace en 1128. Il a peut-être pensé que le règne de Philippe d'Alsace et la réunification imminente ou récente de Flandre et de Hainaut
était trop contemporain et trop compliqué ou épineux pour en parler, mais il est surprenant qu'il n'ait rien dit sur les 36 ans du règne de son père Thierry, ses voyages au Moyen-Orient et sa mort. Il a retracé l'histoire des contes jusqu'à l'avènement de Thierry, sans se lancer dans des sujets contemporains, et a créé un récit fermé des contes et du comté de son commencement jusqu'au mariage de Thierry d'Alsace en 1134, plutôt qu'un récit ouvert qui s'étendait jusqu'au présent. Il semble avoir voulu garder une certaine distance avec son sujet, l'appréhender de manière rétrospective et globale. Ayant gouverné les deux comtés pendant 7 ans, Baudouin IX est parti en croisade en 1202 est devenu empereur de Constantinople en 1204 et est probablement mort dans une prison bulgare en 1205. Sa fille aînée Jeanne, qui lui a succédé en Flandre et dans le Hainaut, est décédée sans héritier en 1244 et a été succédée par sa sœur Marguerite. Marguerite s'est mariée 2 fois, a malheureusement eu des fils des 2 mariages, et un conflit entre ses fils au sujet de sa succession a éclaté entre 1244 et 1257. Le roi Louis IX de France a décidé à 2 reprises que son fils aîné de son premier mariage, Jean d'Avesnes, lui succéderait comme comte de Hainaut et que son fils aîné vivant de son second mariage, Guy de Dampierre, lui succéderait comme comte de Flandre. À sa mort en 1280, les 2 comtés étaient de nouveau gouvernés par 2 branches de la famille après avoir été unis pendant 89 ans. Le conflit entre les fils de Marguerite semble avoir été le contexte de la traduction en français et en néerlandais de l'histoire et généalogie des contes flamands. Une première traduction française semble avoir été réalisée quelque temps après l'avènement de Marguerite en 1244 et avant sa mort en 1280, peut-être quelque part le long de la Basse-Scarpe ou du Haut-Escaut. Cette traduction française fut bientôt traduite en néerlandais et constitue la première partie de la Rime chronique, qui semble avoir été composée dans le nord de la Flandre entre 1260 et 1280. La même traduction française a été également utilisée par l'auteur de la chronique dite de Baudouin d'Avesnes, écrite entre 1278 et 1281, et dont le premier manuscrit semble avoir appartenu à Guillaume d'Avesnes, neveu du Baudouin d'Avesnes. La première traduction française de l'histoire fut également copiée dans un impressionnant manuscrit contenant 3 chroniques des croisades et l'histoire des ducs de Normandie et des rois d'Angleterre, de l'anonyme de Béthune, qui semble avoir été réalisé à Douai ou à Arras pour le comte Guy de Dampierre ou son fils aîné Robert de Béthune. Une deuxième traduction française plus savante de l'histoire et généalogie des contes flamands a été réalisée au XIVe siècle avant 1340. Cette traduction a été citée dans quelques dossiers préparés dans le contexte du conflit entre la Flandre, la France et le Hainaut sur l'Ostrovent, qui a commencé environ 1286 et s'est poursuivi sous le règne du roi Philippe VI. Il est à noter que les généalogies écrites, comme celle dont je vous parle ce soir, se concentrent sur les membres d'une famille qui ont gouverné une entité sociale et laissent toujours de côté presque tous les autres membres de cette famille. Le fils du comte Robert Ier, par exemple, Baudouin, a été omis des généalogies, même s'il était peut-être le fils aîné de Robert, probablement parce qu'il est décédé avant son père. Le fils aîné du comte Thierry
également nommé Baudouin, a également été omis des généalogies car il est mort avant son père et n'a jamais gouverné. Comme l'a noté Bradley Phillis, les œuvres qui transmettent des histoires comitales s'efforcent de mettre l'accent sur la continuité plutôt que de documenter tous les enfants d'un conte particulier. Et Bernard Guéné a observé que l'église Saint-Denis est une expression monumentale du même principe. De même que Saint-Denis était des cimetières des rois et non pas le cimetière de la famille royale, de même une généalogie capétienne, et on pourrait dire généalogie des contes aussi, avait-elle moins le souci de dire les liens de parenté qu'un ordre de succession. Les rois eux-mêmes ont toujours sacrifié leurs ancêtres à leur royauté. Un grand nombre de personnes ont peut-être connu leur généalogie personnelle ou privée, qui était probablement mémorisée et plus souvent racontée qu'écrite, mais les généalogies publiques, écrites, comme celle dont je parle, sont d'un autre type. Elles s'organisent autour de la succession des membres d'une famille qui ont gouverné un groupe de personnes vivant ensemble dans une région particulière. Ces généalogies publiques semblent donc avoir eu une fonction sociale, publique, que les généalogies privées n'avaient pas. Comme Bernard Guéné a écrit, malgré l'homonymie, il y a une différence de nature entre une quelconque généalogie seigneuriale et une généalogie capétienne. Une généalogie seigneuriale est une affaire de famille, une généalogie capétienne tourne autour de l'office royal, c'est une affaire d'État. Gottfried Kuhnen distingue entre les généalogies orientées vers les ancêtres, comme celle dont je parle, des généalogies orientées vers la filiation, et observe que les généalogies orientées vers les ancêtres étaient des généalogies sélectives qui transmettaient un message beaucoup plus clair lorsqu'elles étaient utilisées à des fins de propagande. À une époque où les moyens symboliques et institutionnels pour identifier et imaginer une entité sociale comme un comté étaient relativement faibles, l'association d'un lignage à une région était l'un des moyens les plus puissants d'identifier les peuples occupant une région et leur culture. Et plus longuement une famille pouvait être identifiée avec une région, plus l'identité des personnes qui y vivaient était claire et forte. La continuité génétique d'une lignée de seigneurs reflétée et représentée était une sorte de métaphore pour l'identité durable d'un groupe de personnes vivant dans une région et permettait de la saisir. Ces histoires généalogiques semblent ainsi liées à un recours commun à la continuité généalogique des comtes de Flandre et de Hainaut pour représenter et affirmer l'identité et la pérennité des deux comtés. Comme l'écrit Gabriel Spiegel, la généalogie a pour fonction de séculariser le temps en l'enracinant dans la biologie, transformant le lien entre le passé et le présent en un lien réel, transmis de manière séminale de génération en génération. Cela me semble vrai, mais je dirais humaniser ou familiariser le temps plutôt que de le laïciser. L'être humain comprend la naissance, le vieillissement, la mort et l'évolution des familles. Et cette expérience lui permet d'éprouver et d'apprendre le temps de manière corporelle immédiate. Les généalogies utilisent cette expérience humaine universelle comme métaphore de l'évolution d'un groupe de personnes vivant ensemble dans un lieu au fil du temps. Ils rendent cette évolution familière, la comparant à l'évolution d'une famille
et présente une entité sociale comme une sorte de famille en évolution. La fonction représentative ou symbolique de ces histoires généalogiques des comtes de Flandre et de Hainaut me semble la plus apparente dans la 4e généalogie, l'histoire et généalogie des comtes flamands. L'auteur de cette version n'a pas mis la généalogie à jour et a simplement ajouté des informations sur les comtes jusqu'en 1134. Il ne s'agissait pas d'une généalogie du comte actuel, mais des comtes d'antan. C'est d'ailleurs cette version qui a finalement été traduite en français et en néerlandais près de 200 ans plus tard, et qui s'est avérée la version la plus influente au cours des siècles suivants. Au fil du temps, la valeur pratique des généalogies s'est estompée au profit de leur valeur symbolique en tant que représentation de la continuité et de la pérennité des comtés de Flandre et de Hainaut. J'ai suggéré que chaque nouvelle version de ce long projet historico-généalogique a été composée en réaction à un moment de transition difficile de l'histoire de Flandre et de Hainaut. Mais il ne me semble pas que ces œuvres aient été composées pour une raison précise, pour un comte ou une famille en particulier, ou comme réponse immédiate à de tels moments. Elles ont toutes été composées, en fait, 20 à 40 ans après le conflit qui, je crois, les a motivées. Les différentes généalogies me semblent avoir été écrites d'un point de vue relativement détaché pour fournir un fondement historique à un nouveau statu quo et avoir été le résultat d'une réflexion plutôt que d'une passion ou d'un esprit partisan provoqué par une crise particulière. Ces histoires généalogiques me paraissent donc avant tout des affirmations rassurantes de la continuité de la Flandre et du Hainaut, écrites des décennies après les transitions ou les conflits qui auraient pu être ressentis comme mettant cette continuité en doute, et les motivations de leurs auteurs étaient peut-être plus émotionnelles ou psychologiques que politiques, et peut-être inconscientes. Elles ne me semblent pas avoir été des réponses immédiates ou partisanes à une crise politique ou avoir été écrites principalement au service de la famille comitale, même si, en tant qu'affirmation rassurante de continuité, ils étaient sans doute bienvenus auprès de ceux qui gouvernaient les comtés au moment de leur rédaction, qui étaient les descendants des membres de la famille qui avaient bénéficié de ces transitions. Ce long projet historico-généalogique me semble avoir servi, dès le début, et de plus en plus au fil du temps, comme une représentation ou une allégorie rassurante de la Flandre et du Hainaut en tant qu'entité sociale ancienne qui partageait un passé entrelacé et une famille dirigeante commune. Merci.